Dossier délicat. Votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dossier délicat. Aujourd'hui, je vais vous parler de la seconde partie de l'affaire du petit Grégory. Pour celles et ceux qui n'auraient pas pu écouter la première partie, rendez-vous sur le site internet de Liberté FM à la rubrique Radio, puis cliquez sur l'onglet Podcast. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes de l'émission sur la chaîne YouTube de Dossier délicat. La semaine dernière, la chronique se terminait par cette phrase. Plusieurs éléments intriguent toutefois les gendarmes, lesquels doutent de la sincérité des déclarations de Muriel Boll et de Bernard Laroche. Les gendarmes relèvent un premier point de discordance entre les deux déclarations respectives. Alors que Bernard Laroche avait déclaré que Muriel était déjà présente lors de son arrivée chez tante Louisette, Muriel donnait pour sa part l'ordre d'arrivée inverse. Muriel est également confrontée au témoignage de plusieurs camarades de classe qui déclarent ne pas l'avoir aperçue dans le bus de ramassage scolaire le 16 octobre 1984 vers 17h. L'une de ses camarades déclare également avoir vu Muriel aux abords du collège en train de monter dans une voiture dont la description correspond à la Peugeot 305 de Bernard Laroche. Ces témoignages sont d'ailleurs confortés par l'erreur de description physique faite par Muriel du chauffeur de car du 16 octobre 1984. Muriel donne la description du chauffeur habituel, alors que le chauffeur présent ce jour-là était un chauffeur de remplacement, présent uniquement les mardis. Auditionné, celui-ci indique aux gendarmes, avec certitude, n'avoir pas vu Muriel Boll dans le car de ramassage scolaire le 16 octobre 1984. Confronté à ces éléments, Muriel indique à 2 reprises aux enquêteurs que Bernard Laroche et elle sont allés ensemble, accompagnés du jeune fils de Bernard Laroche, Sébastien, en voiture jusqu'à une maison de l'Épange, identifiée comme étant celle de Jean-Marie et Christine Villemain, devant laquelle Bernard Laroche aurait arrêté sa voiture. Là, il aurait fait monter à l'arrière, à côté de son fils Sébastien, un garçon du même âge, identifié comme étant Grégory, puis aurait redémarré pour aller jusqu'au village proche de Docelles où il se serait arrêté. Elle affirme l'avoir vu partir avec Grégory puis revenir seul peu après. À cette date, les gendarmes disposaient également des premières conclusions, alors communiquées de manière informelle par les expertes en écriture Anne-Marie Jacquin-Keller et Marie-Jeanne Berrichon-Sédéine. Selon ces expertes, l'écriture de Bernard Laroche présentait de fortes similitudes avec celle de l'auteur de la lettre de revendication du crime. Cette expertise a toutefois été annulée en raison d'une erreur de procédure commise par le juge dans la désignation des expertes. Au même moment, les gendarmes découvrent également sur la lettre de revendication du crime le foulage des initiales LB qui se superpose avec la signature manuscrite de Bernard Laroche. Cet élément toutefois ne pourra ensuite être exploité dans le cadre de l'enquête en raison d'une mauvaise manipulation du document par les gendarmes. Le 5 novembre 1984, au matin, Muriel réitère en intégralité ses déclarations devant le juge d'instruction d'Épinal, Jean-Michel Lambert, en y apportant quelques détails supplémentaires. Le juge d'instruction lève la garde à vue de la jeune fille, sans toutefois prendre la précaution de l'isoler de son milieu familial, et inculpe aussitôt d'assassinat Bernard Laroche, lequel est immédiatement arrêté par les gendarmes sur son lieu de travail le 5 novembre 1984 vers 13h. Mais le dossier ne contient pas encore le rapport d'autopsie ni les conclusions d'expertise en écriture. Les médias font directement leur une avec l'assassin Laroche et filment même son arrestation. La retransmission en quasi-direct de cette arrestation a longtemps été reprochée aux gendarmes, bien que rien n'indique que ces derniers aient informé les journalistes de l'arrestation imminente de Bernard Laroche. En effet, les journalistes, alors à l'affût de tout nouvel élément de l'enquête, stationnaient dans leur voiture aux abords de la brigade de gendarmerie et suivaient systématiquement les gendarmes dans tous leurs déplacements.
Dans un troisième temps, le lendemain, le 6 novembre 1984, devant le juge d'instruction, Muriel fait une seconde volte-face en revenant à sa première version, soutenant que les gendarmes ont fait pression sur elle et l'ont menacée de l'envoyer en maison de correction. Ils m'ont traité de menteuse, ils ont insisté, ils m'ont demandé pourquoi c'était lui, Laroche, qui était venu me chercher. Je disais que ce n'était pas vrai, l'un d'eux m'a lancé « Toi, t'as couché avec Laroche ». J'avais peur, j'ai dit ce qu'il voulait, si je ne signais pas, il me menaçait de m'envoyer en maison de correction. Témoignage qu'elle refait devant les caméras des journalistes le 7 novembre 1984 et diffusé notamment au journal d'Antenne 2 du jour. Mon beau-frère, il est innocent. C'était un piège et j'ai tombé dedans. À 5 heures, j'étais dans le car. J'avais peur des gendarmes. Ils ont profité que j'étais toute seule. Mon beau-frère, il est innocent. Les gendarmes m'ont dit que Bernard avait dit ça et que si je disais pas ça, ils me mettraient en maison de correction. Jusqu'à aujourd'hui, l'une des questions majeures soulevées par l'affaire porte sur la motivation des révélations faites aux enquêteurs par Muriel Boll, lesquelles sont de nature à innocenter ou accabler son beau-frère Bernard Laroche. Muriel dit-elle la vérité lorsqu'elle fait ses déclarations qui accablent son beau-frère d'avoir enlevé Villemain ou au contraire lorsqu'elle fait volte-face et fait état de pression qu'elle aurait subie de la part des gendarmes ? Au cours des jours suivant ces déclarations, les avocats de Muriel saisissent le juge d'instruction d'une plainte à l'encontre des enquêteurs de la gendarmerie pour faux et subornation de témoins. En 1989, cette plainte sera toutefois définitivement écartée par la justice, laquelle estime que les accusations portées par la défense de Muriel Boll contre les gendarmes manquent de crédibilité. Cette version officielle ne sera ensuite jamais démentie. En 2020, la Cour d'appel de Paris annule la garde à vue de Muriel Boll. À Docelles, place de l'Espine, une ampoule vide et une seringue d'insuline sont par ailleurs retrouvées le 9 novembre 1984, 3 semaines après le crime, près du local des pompiers, aux abords duquel le corps de Grégory aurait pu être jeté dans la Vologne, ce lieu étant également désigné par Muriel Boll comme l'endroit où Bernard Laroche serait descendu de voiture avec Grégory, mais ultérieurement on contestera qu'il s'agisse du lieu de la mise à l'eau. Ces éléments matériels peuvent suggérer l'utilisation de ce produit pour provoquer chez l'enfant un coma hypoglycémique avant de le jeter dans la rivière. Toutefois, l'autopsie a été réalisée de manière trop sommaire pour confirmer cette hypothèse. Bernard Laroche est né le 23 mars 1955. Il est donc âgé de 29 ans à l'époque du crime. Cousin germain de Jean-Marie Villemain, il est globalement décrit comme un personnage bonhomme, sympathique, discret, voire réservé, et plutôt apprécié de son entourage familial comme professionnel, qui le décrit comme un individu très serviable. Ces traits de personnalité pourraient correspondre, d'après les gendarmes et les premiers experts en écriture, au portrait type d'un corbeau. Il entretient une relation quasi fraternelle avec son autre cousin germain Michel Villemain, frère de Jean-Marie Villemain, en compagnie duquel il a été élevé après le décès de sa mère survenu peu après sa naissance. Il a aussi une relation privilégiée avec son oncle maternel Marcel Jacob, qui n'a que 10 ans de plus que lui. En septembre 1984, après avoir brigué le poste pendant 6 ans, il est devenu contremaître au tissage Ancel à Granges-sur-Vologne où il travaille. Il est membre de la CGT dont il est même délégué. Comme ce cousin, cet oncle et l'épouse de ce dernier Jacqueline qui, de leur côté, sont employés à la filature BSF d'Amondzé et aussi comme de nombreux membres de la famille élargie Villemain-Jacob. Les débats du procès de 1993 révéleront qu'en 1984, son couple battait de l'aile, ce que Marie-Ange Laroche, malgré ses dénégations, confirmera implicitement dans le livre « Les larmes oubliées de la Vologne ». Bernard Laroche est le père d'un enfant, Sébastien, qui a exactement le même âge que Grégory Villemain. Sébastien présente une santé quelque peu fragile. Opéré très jeune d'un kyste, il porte en permanence un drain. Il nécessite donc une surveillance permanente et ne peut pas pratiquer toutes les activités des enfants du même âge.
Sébastien n'est toutefois nullement un enfant handicapé, ce que beaucoup d'articles de presse ont pourtant rapporté. Les premiers enquêteurs de l'affaire identifieront dans le vécu de Bernard Laroche le possible mobile d'une jalousie à l'égard de Jean-Marie Villemain. Une enfance moins chanceuse, Bernard Laroche n'a jamais connu sa mère et n'a ni frère ni sœur. Une réussite professionnelle moins éclatante, à l'époque du crime, Bernard Laroche est pourtant contremaître, comme Jean-Marie Villemain, malgré une évolution légèrement plus tardive. Un couple moins harmonieux que celui de Christine et Jean-Marie Villemain, un enfant en moins bonne santé que Grégory Villemain, etc. À l'époque du crime, les rapports entre Bernard Laroche et la famille Villemain étaient pourtant bons, de sorte qu'aucun individu n'avait réellement soupçonné qu'il puisse être lié au crime. Le lendemain de l'inculpation de Bernard Laroche par le juge Jean-Michel Lambert, le 6 novembre 1984, la famille de Muriel Boll demande à la presse de passer chez elle, à Laveline devant Bruyères, et la jeune fille se rétracte devant micros et caméras et déclare aux journalistes. « Non, j'y étais pas dans la voiture de Bernard, puis j'ai jamais été sur l'épange et tout ça. Là où le gosse a été noyé, j'y ai jamais été. » Je connais pas l'épange ni Docelle. Bernard, il est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. J'ai jamais été avec mon beau-frère. De plus, les gendarmes l'auraient menacé de la placer en maison de correction si elle ne témoignait pas contre lui et si elle ne disait pas la vérité. Les gendarmes de Bruyères considéreront que la jeune fille, fragile et vite dépassée par les événements, a pu subir des pressions familiales pour changer sa version des faits. Le capitaine Sesma évoquera même des déclarations qui ont, selon lui, l'air d'être récitées. Le juge Lambert, rapidement interrogé par les journalistes, déclare devant les caméras « J'attendais personnellement ces rétractations qui ne me surprennent donc pas du tout et ne m'émeuvent pas davantage. » Lorsque la journaliste Isabelle Bechler lui fait observer que cela fragilise quand même considérablement le dossier, il lui répond « Non, car il y a d'autres éléments à côté qui permettent de tenir peu de cas de ces rétractations. » En effet, le juge Lambert pense détenir des éléments à charge contre Bernard Laroche. La conclusion de la première étude graphologique déposée le 30 octobre 1984 auprès de la gendarmerie de Nancy qui le désigne comme pouvant être le corbeau et le foulage LB apparu au bas de la lettre de revendication du meurtre et correspondant exactement à la signature de Bernard Laroche. Égarée, cette lettre de revendication du meurtre ne pourra être exploitée que plusieurs années plus tard, quand une copie du rapport comportant des photos de ladite lettre sera retrouvée. Comme de surcroît, cette pièce maîtresse du dossier a été abîmée lors de la recherche d'empreintes, une poudre noire y ayant été déversée en vue de découvrir des empreintes digitales, les investigations ultérieures seront compromises, notamment la recherche de traces d'ADN. Après l'annulation, le 19 décembre 1984, par la chambre d'accusation de Nancy d'un certain nombre de pièces du dossier, dont cette expertise, et sans le témoignage de la jeune Muriel Boll, qui a renouvelé sa rétractation lors d'une confrontation avec Bernard Laroche, le vendredi 9 novembre 1984, le dossier reste bien mince sur le plan judiciaire, comme ne manque pas de le faire observer l'avocat de Bernard Laroche, Gérard Welzer, du barreau d'Épinal, auquel se joint rapidement Paul Prompt du barreau de Paris. Défense organisée et rémunérée par Benoît Barterotte, repreneur en 1981 de Tissage Ancel et proche alors du PCF et de la CGT, même si, pour la gendarmerie de Bruyères, la jalousie de Bernard Laroche pour la réussite sociale et familiale de son cousin constitue un mobile sérieux. Le 4 février 1985, le juge Jean-Michel Lambert, contre l'avis du ministère public d'Épinal, lequel ne fera pourtant pas appel de son ordonnance, libère Bernard Laroche qui reprend son travail. Ce jour-là, devant des journalistes, Jean-Marie Villemain annonce son intention de le tuer à la sortie de son travail. Jean-Marie et Christine Villemain demandent à être reçus par le garde des Sceaux Robert Badinter pour réclamer la vérité et l'utilisation du détecteur de mensonges. La requête n'aboutit pas en raison du refus du ministre qui ne veut pas rencontrer les protagonistes d'une affaire en cours.
De son côté, l'épouse de Bernard Laroche, Marie-Ange, réclame pour son mari la protection de la gendarmerie de Bruyères, laquelle, dessaisie de l'enquête le 20 février 1985 au profit du SRPJ de Nancy, ne peut accéder à sa requête, ce dont le juge d'instruction ne se préoccupe pas. Le 29 mars 1985, vers 13h15, alors que Bernard Laroche rentre avec Marie-Ange et son fils Sébastien dans le garage de son domicile à Amondzé, Jean-Marie Villemain se dirige vers son cousin et pointe sur lui un fusil de chasse. Laroche déclare à Villemain qu'il n'a pas tué son gosse avant de s'écrouler, atteint d'une balle en pleine poitrine. Tout rôle actif de Christine Villemain dans l'assassinat de Bernard Laroche est rapidement écarté par les enquêteurs, d'autant qu'au moment de cet assassinat, Christine Villemain se trouvait hospitalisée. Jean-Marie Villemain a fait part de ses intentions meurtrières le 27 février 1985, soit un mois plus tôt, au journaliste de Paris Match Jean Kerr, qui imputait lui aussi à Laroche l'assassinat de Grégory, et n'a pas caché son désir de vengeance à d'autres personnes, dont le capitaine Sesma qui a vainement tenté de le ramener à la raison. L'assassinat de Bernard Laroche par son cousin germain Jean-Marie Villemain intervient quelques jours après le dépôt de premières expertises en écriture qui, en imputant à Christine Villemain la lettre de revendication du crime, faisait glisser celle-ci du statut de victime vers le statut de principale suspecte. La divulgation de ces expertises peut avoir été l'élément déclencheur du geste de Jean-Marie à l'encontre de son cousin. Bernard Laroche est enterré au cimetière de Jussarrupt le 2 avril 1985. La reconstitution du meurtre de Bernard Laroche est organisée le 20 juin 1985 à l'endroit où il a eu lieu, au domicile des époux Laroche, en présence de Jean-Marie Villemain portant un gilet pare-balles et conformément à la procédure. Malgré son faible intérêt pour l'avancée de l'enquête, l'événement est largement médiatisé, cette reconstitution ayant lieu en présence de plus d'une centaine de photographes et journalistes. La veuve de Bernard Laroche, Marie-Ange, obtiendra par la suite la condamnation de l'État pour n'avoir pas empêché la mort annoncée de son mari. En décembre 1985, 8 mois après la mort de son époux, elle donne naissance à son second fils qui reçoit le prénom de Jean Bernard. Une ordonnance de non-lieu intervient à l'égard de Bernard Laroche le 18 avril 1985 en application de l'article 6 du Code de procédure pénale. Ce non-lieu de règle en raison du décès de l'intéressé éteint l'action publique initialement mise en mouvement à son encontre. Officiellement, Bernard Laroche est donc mort inculpé et bénéficie encore à ce titre de la présomption d'innocence. Jean-Michel Lambert déclarera ultérieurement qu'il avait prévu de rendre au cours des semaines suivantes une ordonnance de non-lieu ayant pour objet de le mettre hors de cause. La libération puis l'assassinat de Bernard Laroche ont coïncidé avec l'apparition des premiers soupçons dirigés contre la mère de Grégory Villemain en février-mars 1985. Pendant des années, de nombreux commentateurs de l'affaire raisonneront par pure corrélation entre l'innocence supposée de l'un et la culpabilité supposée de l'autre, et vice-versa, sans parvenir à identifier une quelconque piste alternative. Christine Villemain a été officiellement innocentée en février 1993, 8 ans après le meurtre de Bernard Laroche, par la cour d'appel de Dijon, en raison de l'absence d'une quelconque charge mise en évidence à son encontre. La cour d'appel de Dijon relève par la même décision qu'il subsiste dans le dossier des charges très sérieuses que Bernard Laroche ait enlevé Grégory Villemain le 16 octobre 1984, tout en relevant que les éléments du dossier ne permettent pas pour autant de le considérer comme le meurtrier de l'enfant. À cette fin, la cour d'appel se fonde notamment sur plusieurs témoignages concordants et recueillis postérieurement à la mise en accusation de Christine Villemain. Le plus décisif de ces témoignages semble être celui de Claude Collin, qui déclare en 1990 aux enquêteurs qu'à l'horaire du crime, il avait croisé à proximité de la maison des Villemain une voiture avec à son bord un homme corpulent et une femme rousse, signalement qui évoque directement celui de Bernard Laroche et de Muriel Boll. Le témoin a expliqué son long silence en raison de sa crainte, à l'époque, de perdre son emploi, n'étant nullement censé se trouver en ce lieu à l'heure du crime.
Plusieurs témoins indirects, issus du voisinage, ont corroboré ce témoignage, en rapportant que Madame Marcelle Claudon, qui se trouvait à bord de la voiture de Claude Collin, leur avait fait précisément les mêmes révélations, que l'intéressé refusera toutefois de réitérer devant la justice. Un deuxième témoin censé réactiver la piste Laroche est Jacqueline Golbin, ancienne infirmière de la mère de Muriel Boll, à laquelle cette dernière aurait confessé, quelques années après le crime, avoir bien assisté à l'enlèvement de Grégory Villemain par Bernard Laroche. Lors du procès d'assises de Jean-Marie Villemain en 1993, la défense de Bernard Laroche contestera véhément ces témoignages, qu'elle juge trop tardifs pour être suffisamment crédibles. À ce jour, ni la culpabilité ni l'innocence de Bernard Laroche n'ont été officiellement proclamées. Mais la décision de 1993 laisse clairement entendre que, du moins d'après les magistrats instructeurs qui en sont à l'origine, la piste Laroche, initialement identifiée par les premiers gendarmes chargés de l'enquête, était probablement la bonne piste. D'après cette thèse, le revirement du juge d'instruction Jean-Michel Lambert qui, en février 1985, a mis fin à la détention provisoire de Bernard Laroche, contre l'avis du ministère public, et dirigé ses soupçons sur Christine Villemain, relèverait d'une erreur d'appréciation manifeste. Plus récemment, en 2017, les enquêteurs de la gendarmerie ont nettement réaffirmé que le rapt de l'enfant était imputable de manière certaine à Bernard Laroche, selon leurs propres termes, et que ce rapt avait été effectué en présence de Muriel Boll, conformément aux déclarations faites par cette dernière les 1er, 2 et 5 novembre 1984. De manière complètement inattendue, la réactivation de l'affaire au plan médiatique en juin 2017 provoque le témoignage spontané de Patrick F., cousin de Muriel Boll. Celui-ci a déclaré aux enquêteurs avoir séjourné au domicile de Muriel Boll en novembre 1984 au cours des jours ayant suivi l'incarcération de Bernard Laroche. Ce témoin déclare avoir alors recueilli les confidences de sa cousine qui lui aurait indiqué avoir assisté au rapt de Grégory Villemain par Bernard Laroche. Il aurait également personnellement assisté à des violences physiques exercées sur Muriel Boll par plusieurs membres de sa famille. Cet élément pourrait corroborer la thèse des enquêteurs selon laquelle les rétractations de Muriel Boll auraient été provoquées par de lourdes pressions familiales. Les époux Jacob, mis en examen en 2017, sont ainsi suspectés d'avoir été les complices et ou commanditaires de l'enlèvement de Grégory, dont l'assassinat aurait, d'après les mêmes enquêteurs, été mis en œuvre par une véritable cellule familiale organisée. Mais le rôle exact de Bernard Laroche demeure assez obscur. Les enquêteurs ont fait savoir, lors de la réouverture de l'enquête en juin 2017, que Bernard Laroche, alors lui-même père d'un enfant de 4 ans, le même âge que Grégory, avait peut-être ignoré le sort réservé à l'enfant par les commanditaires du rapt. Je me suis servi de l'outil Internet pour concevoir cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain pour l'épisode 3 de l'affaire du petit Grégory.